Il est 23 h, donc vous suivez la dernière édition du journal, les dominantes de l'actualité. Ouverture officielle des 11e journées nationales promotionnelles des PME par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, de jours d'assises autour des questions de transformation digitale, de performance et d'opportunités économiques. Cette édition s'inscrit dans une dynamique mondiale encline à trouver des solutions constantes aux différentes problématiques de l'entrepreneuriat. Un symposium international ouvert à Abidjan, il s'agit du 2e annuel afférent au sujet de gestion de la recherche et de l'innovation. Au cœur des échanges, la question de l'accroissement des investissements dans la recherche et l'innovation dans plusieurs secteurs stratégiques. Et puis les producteurs de café cacao de la communauté du Grand Centre ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, hommage rendu à l'occasion de l'investiture du chef de leur association. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous et bienvenue. On ouvre cette édition avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé ce matin à l'ouverture officielle des 11e journées nationales promotionnelles des PME. Elles s'articulent autour de l'innovation technologique, la transformation digitale et l'entrepreneuriat féminin et juvénile, un thème qui s'inscrit dans une dynamique mondiale encline à trouver des solutions constantes aux différentes problématiques sociales comme celle de l'entrepreneuriat. Les détails avec Franck Coisio. 11e journée promotionnelle des petites et moyennes entreprises, une vingtaine d'exposants mobilisés pour cette date d'ouverture des produits en adéquation avec le thème innovation technologique. En termes d'études innovantes, nous avons apporté aux PME dans le cadre de la transformation digitale une boîte à outils qui va leur permettre de gérer efficacement leur clientèle. Sur le site des PME portés par des femmes, Métagnon s'est spécialisé dans l'entretien automobile. Que ce soit en mécanique, que ce soit dans tous les domaines en fait. La femme peut exercer et mieux même que les hommes. Des femmes, plus de 20% dans l'industrie formelle des PME, femmes et jeunes, au centre des 11e journées nationales promotionnelles des PME, placées sous la présidence du Premier ministre. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Les femmes représentent presque la moitié de la population. Leur pleine inclusion dans les tissus économiques est une condition incontournable de notre ambition collective d'émergence. Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été initiées par votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avec pour objectif clair de faire des PME des acteurs plus compétitifs, résilients et intégrés aux chaînes de valeur. Ainsi, pour les années 2023 et 2024, 146 304 jeunes ont pu donc accéder à des financements pour leurs initiatives entrepreneuriales. Et je l'ai dit que sur les 146 304 jeunes, 54% sont des femmes. De plus, des initiatives telles la stratégie nationale de digitalisation des PME et de l'IA à l'horizon 2030, sans oublier la question de la construction de champions nationaux, toute une ambition affichée par le gouvernement. Ce thème d'aujourd'hui se veut également une invitation à une prise de conscience des conditions pour se hisser sur une trajectoire de croissance durable et profitable pour toutes les couches vulnérables. En effet, l'innovation, la transformation digitale et l'entrepreneuriat, le passage au numérique n'est plus une option, c'est une nécessité, une condition pour garantir le développement et la compétitivité de nos entreprises. Des entreprises compétentes restent à fédérer les attentes. L'intervention du chef du gouvernement est une invite aux franges femmes et jeunes à s'approprier les différents mécanismes de promotion des PME. Nous vous prions de finir ce beau forum de 48 heures par l'équation du succès du jeune entrepreneur. Parce qu'une chose est de vouloir commencer, une autre chose est de connaître les difficultés de parcours qui peuvent se présenter, mais surtout, une troisième chose est de savoir que l'État a mis en place un dispositif. Nous demandons à nos présidents de fêtières de glaner toutes les potentialités de l'État et les mettre à disposition de nos sœurs et de nos jeunes, parce que l'avenir du pays en dépend. C'est le sens même de ces journées promotionnelles de 2 jours initiées par la FIPME qui compte 27 groupements professionnels et associations et fédère plus de 4000 entreprises pour 80% de contribution aux recettes de l'État.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a enchaîné cette journée en procédant au lancement officiel des travaux de construction d'une cité résidentielle de 300 logements. Elle est destinée aux acteurs du secteur des médias, un projet porté par la mutuelle des journalistes MS Média et le ministère de la Communication. Il bénéficie du soutien de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire en partenariat avec un promoteur immobilier privé. Reportage signé Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré. La première pierre d'un rêve pour les professionnels des médias se concrétise. Ce 28 juillet à Aoué, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé un projet de 300 logements subventionnés à hauteur de 8 millions de francs CFA chacun, en faveur des professionnels des médias. Un projet qui s'inscrit dans un partenariat public-privé. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui ici permettra à terme de sortir 1300 logements, dont 300 logements ont été dédiés aux agents des médias. Sera livré dans les délais convenus, avec une qualité irréprochable répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Je reste convaincu que la Caisse des dépôts et consignations peut être un acteur majeur dans le secteur, dans le cadre d'une synergie Caisse des dépôts, secteur privé, institutions de financement du développement, en vue d'apporter une réponse au financement de certains projets alignés à notre PND. L'émotion était palpable lors de la cérémonie. Meïté Sindou, porte-parole des bénéficiaires, y a vu un jour mémorable, symbole fort d'un rêve longtemps caressé. La grande famille des médias exprime son immense gratitude au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Un programme d'acquisition de logements soutenu par le gouvernement au profit de tout l'écosystème des médias est assurément une grande première. C'est le signe de l'attention particulière portée par le président de la République sur notre secteur. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a replacé cette initiative dans la vision globale du gouvernement qui prévoit la construction de 45 000 logements au terme des projets présidentiels sociaux. Le logement devient plus que jamais une cause nationale sur laquelle votre gouvernement construit jour après jour, mois après mois, année après année, les fondations d'une société plus équilibrée, plus juste, plus solidaire, en un mot, plus humaine. Pour le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, ce programme traduit la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des professionnels des médias. C'est à travers cet engagement pour un social hardi et un véritable partage, une redistribution réelle de la richesse du pays, que nous avons souhaité aider les travailleurs de l'écosystème des médias à avoir un toit, afin que, dans la sérénité, ils puissent aider à œuvrer au rayonnement de ce secteur d'activité, mais surtout à la consolidation de la démocratie et de la paix. Le Premier ministre a salué cette initiative porteuse d'espoir et a invité tous les acteurs impliqués à se mobiliser pour garantir le succès de cette opération. Le projet immobilier en faveur des acteurs de la communication et des médias permet d'offrir les appartements de 3 pièces à un prix relativement maîtrisé grâce au soutien de l'État. Cette politique permet aux travailleurs, notamment ceux des médias, d'accéder à la propriété immobilière à un coût abordable. Chers amis des médias, le gouvernement vous donne les moyens d'exercer votre métier avec sérénité. Libérez des pressions liées à l'habitat pour ainsi contribuer pleinement à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ce projet n'est qu'une première phase. Le renforcement de la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques permettra de fournir des dotations additionnelles à votre secteur, si cher au président de la République. L'ambition du gouvernement est claire. Faire du rêve d'un chez-soi une réalité pour tous. Nous y parviendrons en lançant aujourd'hui les résidences dites les jardins d'Aoué. Nous écrivons une nouvelle page de notre histoire collective.
que chaque clé qui vous sera remise dès la fin de l'opération soit un symbole d'espoir. À Aoué, ce chantier n'est pas qu'une simple construction, c'est un geste fort de reconnaissance et d'équité envers les acteurs des médias, longtemps en attente de solutions concrètes. On prend à présent la direction de la Suisse où il s'est ouvert ce lundi à Genève le 15e sommet des présidents de Parlement. Cette plateforme prône des échanges constructifs et encourage le réseautage en faveur de l'égalité des sexes. Le Sénat de Côte d'Ivoire, qui marque sa volonté de renforcer sa présence sur la scène parlementaire internationale, a eu droit à la parole. L'intervention de la présidente Kandia Camara a permis à l'assistance de s'imprégner des avancées enregistrées en Côte d'Ivoire en matière de promotion du bien-être de la femme. Envoyé spécial à Genève, Walter Amadou Ouattara. Siège de l'Organisation internationale du travail, OIT, à Genève, en Suisse. Ces présidentes d'assemblées parlementaires de diverses nations des 4 coins du monde partagent leurs points de vue liés aux enjeux majeurs relatifs à l'égalité des sexes, à l'autonomisation des femmes et à la promotion d'une gouvernance universelle sensible au genre. Invitée au parloir de ce 15e sommet des présidentes de Parlement, Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, divulgue les actions du gouvernement ivoirien en la matière. Notre pays a engagé plusieurs initiatives pour bâtir une paix durable fondée sur l'inclusion. Je citerai l'adoption de 2 plans d'action nationaux successifs sur les femmes, la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire a adopté en 2008 son premier plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan visait à renforcer la participation des femmes dans les processus de paix, de réconciliation et de reconstruction nationale après les crises sociopolitiques survenues dans le pays. La mise en œuvre de ce premier plan a permis d'obtenir des avancées significatives dans l'intégration des questions de genre dans les politiques et programmes nationaux, ainsi que dans la protection des droits des femmes en période de conflit. Elle fait également un plaidoyer. Je voudrais donc plaider pour une gouvernance sécurité inclusive où les femmes ne sont pas seulement victimes ou bénéficiaires, mais pleinement actrices de changement. Ça se fait que nous pourrons bâtir une paix authentique, durable et partagée. À travers 2 interventions en cette même journée, la présidente du Sénat ivoirien marque ainsi la volonté de la Côte d'Ivoire d'occuper pleinement sa place dans la diplomatie parlementaire internationale. Quand on parle d'autonomisation de la femme à Genève, dans le Grand Abidjan, on pense sécurité toujours avec les parlementaires. Une 50aine réunie à Grand-Bassam, venus de plusieurs pays africains, réfléchissent à leur rôle face aux violences infra-étatiques. Cette rencontre, initiée par l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, vise à renforcer leurs capacités pour mieux anticiper et agir face aux menaces qui fragilisent le continent. Nous Sangaré. Terrorisme, instabilité politique, radicalisation religieuse, migration de masse. Autant de menaces qui fragilisent les fondements des États africains. Pour y faire face, des parlementaires venus de plusieurs pays du continent sont réunis à Grand-Bassam. Une rencontre pour renforcer leur capacité d'analyse et d'action face aux violences infra-étatiques. Tout d'abord, ce n'est pas très agréable d'avoir des conflits entre nos États. Donc, ce sera l'occasion pour nous d'en faire face. N'oublions pas que le premier souci d'un élu, c'est le bien-être de sa population. Et il s'agit de la sécurité. Partout où nous devons parler de la sécurité ou aller à la recherche de la sécurité, surtout pour la paix, nous sommes prêts pour ça. Pour le vice-président du réseau des parlementaires africains, membre de la commission défense et sécurité, la synergie d'action est indispensable, car seul aucun État ne peut vaincre ces menaces. Nous devons repenser nos stratégies d'intervention et sortir d'une logique de réaction pour entrer dans une culture d'anticipation parlementaire. Cette rencontre est initiée par l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Elle est financée par le Royaume d'Espagne. En ciblant les élus, maillons institutionnels parfois sous-estimés, nous souhaitons les repositionner dans une posture de prévention des crises et de pilotage de la riposte
en lien avec les autres institutions de l'État et les partenaires internationaux. Vous avez sans doute un rôle très important pour sensibiliser vos gouvernements et vos citoyens sur l'importance de lutter contre le terrorisme. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de tous les pays ici représentés et de tous les pays de l'Afrique, soyez certains que nous sommes à vos côtés. Nous vous désirons plein succès dans votre lutte contre le terrorisme. La sécurité, ce n'est pas que l'affaire des militaires. Pendant 3 jours, exposés, débats et recommandations seront au cœur de cette session stratégique. On en arrive à ce deuxième symposium annuel qui a eu lieu sur les bords de la lagune Ébrié ce lundi. Il tourne autour du projet de gestion de la recherche et de l'innovation. Au cœur des échanges, la question de l'accroissement des investissements dans la recherche et l'innovation, notamment dans le secteur de la santé, le climat, l'énergie ou encore l'agriculture. C'est ce que nous rapporte Lansine Bakayoko. 17 pays, 150 participants à ce symposium africain dédié à la recherche et à l'innovation. Une plateforme de mise en relation entre chercheurs, décideurs publics et acteurs du développement. En plus de gérer efficacement des projets compétitifs, ce symposium vise 3 autres objectifs. Le premier objectif, c'est de présenter et d'échanger autour de certains résultats de recherche susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur les conditions de vie de nos populations et nos économies africaines. Deuxième objectif, promouvoir le dialogue entre les hommes politiques, les hommes de sciences et la société civile en Afrique. Et enfin, nous voulons encourager les organismes de financement de la recherche en Afrique à travailler ensemble. L'urgence de développement nécessite donc une synergie d'action, un lieu d'apprentissage partagé en matière de sciences ouvertes, de suivi, évaluation et de diffusion de connaissances, un espace de réflexion collective sur les transformations des résultats des recherches en politique publique. Un tournant que la Côte d'Ivoire inscrit dans ses priorités. L'ambition de la Côte d'Ivoire est claire. Faire de la science, de la technologie et de l'innovation son levier central de transformation économique, sociale et environnementale, en parfaite cohérence avec le plan national de développement. À ce jour en Côte d'Ivoire, ce sont 82 projets de recherche qui ont été soutenus, notamment dans les domaines agricoles, de l'énergie, de la santé et de l'alimentation. Dans la capitale politique ivoirienne, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, les producteurs de café cacao de la communauté du Grand Centre ont exprimé leur reconnaissance au directeur général du Conseil du café cacao et au président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de l'investiture du chef de leur association dénommée FAMIA. Les chefs de village, de campement et de communauté ont salué les nombreuses actions engagées par l'État en faveur du monde agricole, en particulier la filière café-cacao. C'est ce que nous rapporte Jean-Louis Gbangbo. Yamoussoukro, terre d'hommage. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les chefs de village, campements et communautés du Grand Centre, producteurs de café-cacao, saluent les efforts du Conseil du café-cacao. Réunis pour l'investiture du chef de l'association Famien, ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au directeur général du Conseil du café-cacao. Dans nos messages, nous avons remercié le chef de l'État pour sa clairvoyance et sa politique agricole menée en œuvre depuis, 2012. Carte de producteur, couverture maladie universelle gratuite, prix Borchamp à 2200 francs CFA, usine de transformation de cacao, normes ARS 1000. Les actions saluées sont nombreuses. Il y a des changements importants qui nous attendent au niveau de la production. Si nous voulons aller plus loin et profiter du maximum de valeur ajoutée dans le secteur du cacao, il faut que nos enfants participent à la transformation. Je dirais la deuxième transformation. Avant, on ramassait les grains de cacao pour aller transformer en Europe, créant de l'emploi là-bas. Mais aujourd'hui, on transforme chez nous, on crée de l'emploi chez nous. C'est ça la solidarité, c'est ça l'indépendance. Le chef Kofi Patrice, désormais Nana Bokosso, prend l'engagement de défendre les intérêts des producteurs et de cultiver la paix
au sein des communautés. Un moment de reconnaissance, de fierté et d'espérance pour toute la filière café-cacao ivoirienne. On poursuit à l'intérieur du pays, précisément dans la région du Cavali. Là-bas, la ministre d'État, présidente du conseil régional par ailleurs, Anne Désiré Ouloto, est allée à la rencontre des chefs traditionnels et guides religieux des départements de Guiglo, Bloléquin et Tout-le-Pleu. Objectif, mobiliser ces autorités morales et coutumières autour de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. Anne Désiré Ouloto tend la main aux garants des valeurs ancestrales pour construire ensemble un climat social apaisé et durable. On en sait davantage avec Siaka Kone. C'est une rencontre à haute portée symbolique, chargée de sens et d'espérance. Dans le préau du chef du village de Tout-le-Pleu, à la préfecture de Bloléquin, en passant par la salle Alassane Ouattara du conseil régional de Guiglo, le dialogue se tisse avec fluidité. Chefs coutumiers, guides religieux et autorités administratives sont réunis autour de Anne Ouloto qui les appelle à l'union et à la vigilance avec une mission claire, parler de paix, du vivre ensemble entre les filles et fils de la région. Garant des traditions, et leaders religieux ont répondu avec ferveur. Nous, les chefs, nous allons nous engager à porter le message auprès de nos populations pour que toujours il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Nous, les guides religieux, il nous a demandé de beaucoup prier, de continuer à prier pour la consolidation de la paix et pour la fraternité vraie. Face à cette adhésion totale, la ministre d'État et présidente du conseil régional du Cavali, Anne Désiré Ouloto, livre ici un message. Je tenais à venir vous parler à cœur ouvert. Parce que le chef, c'est votre responsabilité. Parlez au peuple. Notre discours doit nous aider à nous aimer, pas à nous haïr. Nous devons maintenir la paix pour que les élections soient apaisées. Mais au-delà des paroles, elle annonce un projet majeur. La construction à Guiglo d'une académie de la paix, une institution dédiée à l'éducation citoyenne, à la culture du dialogue et à la formation aux valeurs de tolérance. De Tout-le-Pleu à Guiglo, c'est désormais le même message. La paix n'a pas de prix, elle a des bâtisseurs désormais à l'œuvre dans la région du Cavali. Dans la même veine, le ministre Amédée Kofi Kouakou a exhorté les populations de Topane Tricro dans le département de Bokanda à cultiver la paix et la cohésion sociale. C'était lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef du village, Bertin Konan Yao, avec pour nom de règne Nanan Essui et ses deux, Mahama Traoré. Dans la sous-préfecture de Bengassou, département de Bokanda, région d'Unzi, Topane Tricro a, comme de nombreux villages, bénéficié d'actions de développement ces dernières années. Nous avons reçu de l'État ivoirien 4 pompes à motricité humaine et ceux-là ont été installés dans ce village et fonctionnent très bien. En 2020, notre village a été électrifié grâce à l'intervention de l'État ivoirien. Nous faisons tout ça parce qu'il y a la paix dans notre pays. Donc faisons en sorte que cette paix-là soit préservée. Et pour maintenir cet élan de développement et de paix, le village s'est choisi un nouveau chef en la personne de Bertin Konan Yao qui a pour nom de règne Nanan Essui et ses deux. Il a été intronisé en présence du ministre Amédée Kofi Kouakou, par ailleurs président de l'association des élus et cadres du Centre pour le développement ACCD RHDP. À travers donc ces installations de chefs, nous profitons donc pour passer des messages de cohésion, d'entente entre d'une part les jeunes et les femmes et des différents villages pour que surtout les prochaines élections qui vont arriver en octobre, ce soient des élections apaisées. Parce que notre pays n'a pas besoin de désordre, notre pays a besoin de stabilité. Les Ivoiriens sont heureux depuis que le président Alassane Ouattara est là. On voit notre pays aller de l'avant et ça doit continuer. Topane Tricro est la fusion de 3 villages. Elles sont 335 ces associations de valorisation de l'entraide communautaire avec issues de 44 localités de la circonscription de Guibérois. Arrivées à maturation après un cycle de 12 mois, ces AVEC ont mobilisé comme épargne plus d'1 milliard de francs CFA et un peu plus de 52 millions de francs CFA pour la caisse de solidarité. Leur cérémonie de partage a eu lieu ce vendredi 18 juillet au foyer polyvalent de Guibérois en présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Les détails avec Michel Mambo.
Chez le couple Kofi, rien n'est plus comme avant. Depuis l'avènement des AVEC, associations de valorisation de l'entraide communautaire, le quotidien des Kofi est plus aisé. Elle avait du mal vraiment à s'épanouir, mais lorsque AVEC est venu, après le conseil des uns des autres, elle a pris décision de rentrer dans une AVEC. Et à l'issue de cela, elle a pris un montant. Ce montant qu'elle a pris, ça l'a permis à pouvoir vraiment agrandir ses différents commerces. Comme les membres de cette famille, ils sont nombreux à voir leur vie transformée grâce aux AVEC. À Guibérois, 335 AVEC issus de 44 localités témoignent à cette cérémonie de l'impact positif de cette caisse de solidarité. Plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés après un cycle de 12 mois. Partenaire clé des AVEC, Care International encourage cette performance. Travailler main dans la main en famille afin de résoudre nos problèmes de pauvreté. Au cœur de ces dispositifs d'autonomisation et de cohésion, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté se félicite des résultats obtenus. Miss Belmondo Dogo salue l'engagement des membres. La mobilisation de 335 AVEC représentant plus de 10 000 membres, dont 8 375 femmes, témoigne de la vitalité et de la dynamique communautaire dans notre région. Plus de 1 milliard mobilisés. Oui, c'est possible. Et vous venez de le démontrer. Vous avez été solidaires en accompagnant ceux qui étaient en difficulté à hauteur de 52 millions. Félicitations. À ce jour, l'on enregistre 23 470 AVEC repartis sur toute l'étendue du territoire national. Un accident de circulation impliquant un autocar de transport public et un camion benne de transport de marchandises a fait 16 morts et 51 blessés très tôt ce matin sur l'axe Katiola-Niakara. L'autocar de 70 places s'effectuait une liaison San Pedro en Côte d'Ivoire et Ouagadougou au Burkina Faso au moment du drame. Les services de secours ont immédiatement évacué les 51 blessés vers le centre hospitalier régional de Katiola pour des soins d'urgence. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Axe Katiola-Niakara-Mandougou. La route a encore tué 16 morts, plus d'une cinquantaine de blessés. C'est le triste tableau de la collision impliquant un car de transport public desservant la ligne San Pedro-Ouagadougou au Burkina Faso avec un camion benne surmonté d'une grue d'élevage qui transportait un groupe électrogène. Selon des témoignages recueillis sur les lieux du drame, aux environs de 5 heures du matin, le car de 70 places serait rentré de plein fouet dans le camion de transport de marchandises logistiques. Les blessés ont été évacués par les services de secours au centre hospitalier régional de Katiola. Parmi les blessés, 10 autres femmes en état de grossesse ont été admises au service de maternité. 10 blessés graves en raison de leur état ont été référés au centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké. Suite à cet accident dramatique, le ministre des Transports lance un appel à la prudence, invitant l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance dans la circulation routière, en respectant les règles du code de la route. Saisi pour mener les investigations, le bureau Enquête, Analyse, Accident BEA met tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame routier qui endeuille une nouvelle fois des familles. La Côte d'Ivoire a signé une belle performance en sport ce dimanche en battant l'Angola 74-82 au Palais des Sports de Treichville lors de la deuxième journée de l'Afrobasket féminin. La Côte d'Ivoire s'est appuyée sur un jeu rapide, une bonne circulation de balles et une agressivité au rebond offensif. Qualifiées pour les quarts de finale, les Ivoiriennes joueront probablement contre les grands favoris du tournoi, soit le Sénégal ou le Rwanda, le jeudi 31 juillet 2025. Toujours au Palais des Sports de Treichville. C'est l'heure à présent de l'actualité en bref, signé Nadège Kassi.
Au Cameroun, la candidature de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, a été rejetée par la commission électorale. Il a décidé de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Pour rappel, l'élection présidentielle au Cameroun est prévue le 12 octobre prochain. Un nouveau mandat d'arrêt contre l'ex-président syrien Bachar al-Assad. La Cour de cassation avait annulé vendredi le mandat d'arrêt émis en novembre 2023. Ce lundi, le parquet antiterroriste a requis un nouveau mandat d'arrêt pour les attaques chimiques en 2013. Le cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge est entré en vigueur ce lundi après plusieurs jours d'affrontements. Les deux pays sont parvenus à un accord commun, prévoyant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, selon le Premier ministre malaisien, dont le pays a joué les intermédiaires. C'est un tour de l'actualité hors de nos frontières commenté par Konaté Moussa. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Excellente soirée, excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.